avant qu'ils ne prennent le contrôle, qu'ils mènent le coup d'État en 1994 contre Habyarimana au Rwanda, Paul Kagame était directeur adjoint des services de renseignement de l'armée ougandaise. Et c'est effectivement le même scénario qu'ils vont produire des années plus tard au Congo, où James Kabarebe va devenir le chef de l'état-major de l'armée congolaise. Et donc, au moment où il était en Ouganda, il était en contact avec le MI6, donc les services de renseignement anglais, il était en contact avec la CIA et les membres du Pentagone, mais il était également en contact avec des éléments des services secrets israéliens qui travaillaient en Ouganda contre le Soudan. Donc, si vous voulez, il y a donc dans cette histoire-là une coalition des forces et d'intérêts qui vise non seulement à prendre le contrôle de la région, et donc on va pousser Kagame à le faire, il va le faire parce que les Américains avaient déjà leur base arrière en Ouganda avec Yoweri Museveni, qui lui était déjà en train de travailler pour les intérêts américains. Et donc, ce que je pourrais plutôt appeler des intérêts anglo-américains, parce que les Anglais dans ce dossier ne sont pas tout à fait visibles, mais parce qu'ils sont extrêmement habiles, ils ne sont pas, ils sont moins extravagants que les Américains, et donc ils travaillent un peu plus en retrait, mais ils sont extrêmement présents dans ce dossier et très très efficaces. Et donc, une fois que cela est fait, les Américains ont un problème. Le problème le plus sérieux pour eux, c'est qu'ils ont soutenu, il y avait plus de 30 ans à l'époque, le maréchal Mobutu qui a régné au pouvoir en République démocratique du Congo pendant presque 32 ans. Donc, c'était quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, qui était devenu une petite bible de la diplomatie américaine, parce qu'il a soutenu, pour le compte des États-Unis, la lutte contre le communisme dans la région, la déstabilisation d'un certain nombre de régimes, etc. Et puis, voyant que pour faire du neuf avec du vieux, c'était un peu compliqué, il fallait se débarrasser du maréchal Mobutu, qui lui, à l'époque, était devenu l'allié de la France. Et donc, ils sont débarrassés du maréchal Mobutu avec les Rwandais, mais cette fois pour prendre effectivement le contrôle des richesses du Congo. Et la prise des richesses, la prise de contrôle des richesses du Congo et le coup d'État qui a été fait et au Rwanda et au Congo, ils savaient que si les choses étaient perçues comme étant des coups d'État militaires contre des chefs d'État, même détestables, eh bien, ça n'allait pas du tout dans le sens du respect de la démocratie. Vous engagez des élections, puisqu'on dit que les élections, c'est le paramètre par excellence de la façon dont on peut apprécier l'évolution ou non d'une démocratie. Donc là, ils n'ont pas voulu passer par les élections, ils ont mené des coups d'État militaires et au Rwanda et au Congo pour renverser les régimes, et ils ont pris à la place, ils ont mis des gens qui leur étaient dociles. Et donc, ils vont faire durer cette histoire de génocide des Tutsis pour empêcher que les gens posent la question de savoir mais pourquoi le président du Rwanda a été tué, mais pourquoi le président Mobutu a été renversé de cette façon-là. Bon, ils ont dit que non, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est la démocratie qu'on va apporter, etc. Donc, des années après, les Congolais sont au fond. On n'a jamais eu de démocratie. On n'a jamais été aussi malheureux après la chute du maréchal Mobutu. Il n'y a jamais eu autant de massacres de populations congolaises qu'après la mort du maréchal Mobutu. Donc, vous voyez, on est là dans une sorte de contradiction dans les faits et dans les dires qui, effectivement, explique l'indignation générale des Congolais aujourd'hui. Et je vais terminer sur un élément important qui, à mon avis, va nous permettre, dans les débats, d'apporter des précisions. C'est que le territoire congolais est tellement riche. Tous les Congolais qui y habitent, si les choses avaient fonctionné à peu près normalement, ils n'auront aucune envie de venir en Europe. Il n'y a pas, même la Belgique qui a colonisé le Congo, n'a vécu pendant des années que de la richesse du Congo. Donc ça disqualifie un peu l'idée selon laquelle les Africains viennent en Europe parce qu'ils sont pauvres, etc. Non, les Congolais peuvent se passer de tous les pays européens avec un état démocratique, des infrastructures, un fonctionnement normal dans leur pays. Mais ça, les Occidentaux n'en veulent pas, et les Américains en particulier. Pourquoi? Et j'en terminerai là.